Bonjour à tous, ça va, vous m'entendez? Super. Bon, on va commencer. Du coup, merci d'être venus pour ce premier événement pour les Nuits de la lecture. Donc, comme vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé le programme, aujourd'hui on va surtout parler du monde de l'édition et être auteur en 2025. Donc je suis en compagnie de 4 de mes auteurs. Avant toute chose, donc, je vais présenter la maison d'édition qui organise du coup cet événement, Lettres à part édition. Donc c'est une maison d'édition que j'ai fondée en avril 2022, donc il y a bientôt maintenant 3 ans. J'ai signé avec 10 auteurs et on a actuellement 11 livres publiés. C'est une maison d'édition qui publie principalement du coup des romans en tout genre et des bullets journaux, comme on a ici, on reviendra dessus un peu plus tard, et qui est basée du coup sur La Rochelle. Et avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et YouTube. Et vous pouvez également aller voir notre site www.lettrapart.fr. Donc je me présente rapidement et après je laisse la parole du coup à mes auteurs. Donc moi c'est Laura LR, donc je suis la fondatrice de Lettres à part. Et j'ai également publié 3 livres, du coup forcément dans ma maison d'édition, qui sont du coup À la vie et la danse, À deux portes de toi et Ifwende. On reviendra ensuite plus en détail chacun sur nos livres, on vous fera les résumés. Et à la fin du coup de cette petite table ronde, il y aura une séance de dédicace si vous souhaitez du coup avoir un livre et vous le faire dédicacer ou même échanger avec nous. Voilà, donc je laisse du coup Marion se présenter. T'es sûre? Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans. J'ai écrit Fall et Une histoire de thé. Fall, c'est un roman qui traite du handicap. Et Une histoire de thé, c'est une romance simple et tranquille. Tiens, c'est cadeau. Alors bonjour, moi je m'appelle Rose, j'ai 24 ans et j'ai écrit Ce qui reste, qui est un roman qui parle du deuil pendant l'adolescence. Et sinon, si je dois me présenter en dehors de l'écriture, je suis préparatrice de commandes dans l'univers du livre. Donc comme ça, je ne quitte jamais les livres. C'était bien. Bonjour, moi c'est Kyle Arkham, j'ai 28 ans, j'ai écrit l'ouvrage Interactoire, donc qui traite plus des intelligences artificielles, de la réalité virtuelle et des jeux vidéo de manière générale. Donc on est dans un univers de science-fiction parce qu'on est vraiment dans un avenir, dans un futur proche, mais il y a quand même du fantastique parce que le jeu vidéo c'est un RPG de type fantasy, donc en fait c'est un subtil mélange entre les deux. Et dans la vie de manière générale, je suis professeur d'histoire géo et de français, donc moi aussi je quitte jamais vraiment les livres finalement. Bonjour à tous, moi je suis Olivia, j'ai fait du coup Le fruit de l'eau et le bullet journal avec Laura. J'ai 25 ans et je ne suis pas du tout comme certains de mes collègues dans l'univers du livre. Je travaille à la com à HEC Paris, donc c'est vrai que ça me fait du bien de me retrouver ici de temps en temps, même si c'est un peu stressant. Mais du coup, voilà. Merci. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup, les auteurs viennent de toute la France. On a Nantes, on a Niort, Paris, Aix, si je dis pas de bêtises. Avignon, pardon, Avignon. Donc voilà, il y en a d'autres auteurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui viennent aussi de Nice, et voilà. Donc on va d'abord commencer par quelques chiffres clés sur le monde de l'édition. Donc les données les plus récentes datent de 2023, puisque les chiffres de 2024 ne sont pas encore sortis. Donc au niveau du chiffre d'affaires des éditeurs en France en 2023, donc on était à 3 milliards d'euros. Il faut savoir que le secteur, contrairement à ce que certains peuvent penser, est un secteur du coup qui est en croissance, puisqu'il a augmenté de 5%. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 440 millions de livres qui ont été vendus en 2023. Pourquoi du coup le marché est en croissance? Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous connaissez sûrement BookTok et Bookstagram, des hashtags du coup qui sont très populaires sur Instagram et TikTok et qui ont permis d'augmenter énormément la vente des livres, notamment à partir de 4 genres. Donc on va retrouver la New Romance, donc qui sont des romances un peu plus épicées, si je peux dire ça, les romances. La dark romance, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des romances un peu plus noires où on va retrouver des romances par exemple entre des mafieux, des personnes qui sont dans
des endroits obscurs, on va dire ça comme ça. Et on peut retrouver un peu parfois aussi de la violence. Donc voilà, c'est un genre qui marche très bien. Et enfin la fantasy. Donc la fantasy, c'est tout simplement le fantastique un peu voilà, dans des mondes imaginaires. On retrouve des personnages imaginaires. Donc ce sont les 4 genres qui marchent le plus et qui ont permis à l'édition de se renouveler et de remonter en croissance. Au niveau des styles les plus vendus, donc on retrouve la littérature générale, donc comme je vous le disais, ça c'est un peu tous les styles de romans. Ensuite en second, on va retrouver tout ce qui va être les BD. Ça a un peu baissé, mais ça reste quand même un secteur qui est très vendeur, les BD et les livres graphiques. Donc comme on a le livre graphique par exemple d'Olivia, on reviendra dessus aussi. Et enfin en troisième, la littérature de jeunesse. Donc c'est le top 3 qui est là quand même depuis de nombreuses années maintenant et qui reste assez stable. Si je peux vous donner des chiffres, pour la littérature générale, on est à 628 millions d'euros. Et la littérature de jeunesse, on était à 385 millions d'euros de vente en 2023. Le secteur du numérique représente 10% aujourd'hui des ventes, c'est-à-dire un livre sur 10. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est en croissance constante. Et c'est de plus en plus important de pouvoir mettre ces livres du coup en version numérique parce que ça augmente au fur et à mesure et de plus en plus de gens recherchent ça. Et enfin, si on peut parler des préoccupations du coup aujourd'hui des éditeurs, les éditeurs se préoccupent de plus en plus de l'environnement, de l'écologie. Ça, c'est une bonne chose. Nous, par exemple, pour Lettres à part, on a un imprimeur qui est français, qui est même local, puisqu'il est basé sur La Rochelle. Et on fait en sorte du coup de publier des petits stocks de livres pour justement éviter le gâchis en cas malheureusement de non-vente. Le secteur est aussi tout le temps en évolution constante avec les réseaux sociaux, Internet, l'intelligence artificielle. Notamment certains éditeurs maintenant se servent de l'intelligence artificielle pour créer des couvertures par exemple. Nous c'est pas notre cas pour l'instant en tout cas. Et les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a une place très importante dans l'édition aujourd'hui. Pour plein de raisons, pour se faire connaître, pour toucher un secteur de jeunes aussi. Donc c'est vrai que la plupart des maisons d'édition essayent d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour tout ça. C'est notre cas comme je vous l'ai dit au début. Enfin, souvent la question qu'on me pose en tant qu'éditrice, c'est quelles études il faut faire pour être éditeur ou travailler dans le monde de l'édition. Donc il y a plein de parcours possibles. Moi le mien par exemple était assez atypique puisque j'ai fait une licence de lettres et après j'ai fait un master en communication et un deuxième master en journalisme. Voilà, c'est pas le parcours le plus classique. Le plus classique, ça va rester évidemment la licence de lettres, donc vous avez lettres classiques ou lettres modernes, et le master du coup en édition. Donc aujourd'hui, là, on retrouve le plus de masters en édition, ça reste sur Paris, mais il y a de plus en plus de masters qui s'ouvrent dans différentes grandes villes de France. Donc voilà. Je vais laisser du coup maintenant chaque auteur répondre à différentes questions. Donc la première étant, comment voyez-vous le monde de l'édition aujourd'hui du point de vue d'auteur, tout simplement. Qui peut commencer ? Moi, ça fait pas très longtemps que je suis rentrée dans le monde de l'édition parce que mon premier roman est sorti en mai 2024, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'avant, j'achetais beaucoup de livres, mais je faisais pas forcément attention à tout ce qui entourait le livre, enfin les maisons d'édition, j'achetais pour lire, quoi, en gros. Et c'est vrai que en étant accompagnée de Laura, je remarque que c'est un milieu qui est hyper vaste au final. Il y a beaucoup de choix possibles, il y a beaucoup de petites maisons d'édition aussi qui sont en train de se développer, il y a de très grosses maisons d'édition. Tout ne fonctionne pas pareil partout. Donc c'est vrai que moi c'est un monde qui me fait encore un peu peur. Mais c'est toujours intéressant de voir comment chaque maison d'édition fonctionne et dans tous les cas ça reste un milieu super vaste et je pense qu'il faut un petit moment avant de maîtriser toutes les coutumes de ce monde-là. Du coup, moi, pour rebondir sur ce que disait Olivia, en effet, c'est un monde vaste, mais du coup, peut-être un peu trop vaste, dans le sens où c'est difficile de trouver sa place, que ce soit en tant qu'indépendant, donc au niveau des maisons d'édition indépendantes, en tant qu'auteur, les auteurs et autrices auto-édités, c'est aussi difficile de trouver sa place parce qu'ils sont très sous-estimés. Sinon, pareil, les grosses maisons d'édition, elles ont beaucoup de place dans le marché, mais c'est aussi très difficile d'en faire partie. Donc c'est un milieu très vaste et aussi peut-être un peu bouché, difficile d'accès. Mais pour le coup, il y a beaucoup de choix, beaucoup de manières de procéder différentes, donc au moins on a le choix là-dessus. Je voulais dire la même chose. D'accord, donc c'est compliqué. Mais moi,
Honnêtement, mon livre il est sorti le mois dernier, il n'y a même pas un mois, finalement, parce qu'il est sorti le 12 décembre, donc ça fait un mois et 2 semaines, même pas. Et donc finalement, moi en fait, je pense surtout en fait, j'essaie vraiment de me mettre à la place des petites maisons d'édition, et je trouve que c'est pas si facile que ça pour se frayer un chemin, parce que finalement, c'est un petit peu un parcours du combattant. Quand on est écrivain, on doit essayer plusieurs refus de maisons d'édition qui sont peut-être un peu plus grandes. Je pense à celles qui sont basées à Paris, que vous connaissez certainement. Mais finalement, je pense que les maisons d'édition, elles cherchent un petit peu aussi la pépite. Et c'est normal parce qu'on est vraiment sur une entreprise qui veut vendre un produit. Et quand on sait aujourd'hui qu'un jeune sur 5, quand je parle de jeunes, je parle des jeunes de 15-24 ans qui disent qu'ils ne lisent pas un seul livre chaque année, je trouve que c'est forcément vraiment pas compliqué pour les maisons d'édition justement de trouver le bon roman finalement, parce que mine de rien, il faut quand même vendre des livres tout simplement pour faire vivre, et justement aussi pour continuer de travailler en rapport avec sa passion. Et c'est aussi finalement on finit aussi par relativiser, parce que les auteurs ils sont pas immortels, et donc à un moment donné il va falloir renouveler et donc faire apparaître de nouveaux auteurs. Et du coup je remercie Laura pour ça. Merci. Ma seconde question, du coup, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, justement, à envoyer votre manuscrit à une ou des maisons d'édition, parce que pas seulement à ma maison d'édition, mais qu'est-ce qui vous a poussé, du coup, à le faire, plutôt que de le laisser dans un tiroir caché? Alors, du coup, j'ai pas envoyé mon manuscrit à beaucoup de maisons d'édition, parce que c'était pas du tout le plan à la base. J'ai écrit ce roman graphique et je l'ai illustré pour mon master de direction artistique. Donc c'était vraiment pour mettre un petit point final au projet qui m'a pris 6 mois d'écriture de mon côté, sans compter le travail avec Laura. C'était vraiment pour concrétiser en fait le bouquin, pour pas qu'il reste dans mon armoire, parce qu'il avait été imprimé pour mes professeurs aussi au tout début. Donc moi c'était vraiment une concrétisation du projet et un point final de ce bouquin au final. Moi, de mon côté, pour mon livre, j'avais très envie de pouvoir le partager au plus de monde possible, pour que toutes les personnes qui se sentent un peu seules ou incomprises après le décès d'un proche puissent se retrouver à travers mes écrits, tout simplement. Moi, je vais plus parler de Fall. Quand j'ai voulu l'envoyer en maison d'édition, c'était parce que, un peu comme Rose, il parle du handicap, et je trouvais que c'était un sujet d'utilité publique, de donner de l'espoir aux personnes, soit qui sont en situation de handicap, soit qui peuvent l'être, ou enfin qui en tout cas qui sont proches de ce genre de situation. Pour avoir travaillé avec des personnes handicapées, j'ai trouvé qu'elles apportaient beaucoup de joie en fait au final, et j'avais envie de partager ce genre de choses avec mon roman. Moi j'ai toujours été dans le partage en fait. Quand j'étais petit, je prenais des clés USB et puis je les passais à mes camarades de classe entre midi et 2. Quand ils rentraient chez eux pour manger, en fait ils les lisaient, puis on partageait un petit peu, on imaginait la suite ensemble dans les cours de récréation. Après j'ai appris à me servir de Facebook, donc j'avais un groupe sur lequel je publiais chaque chapitre tous les jours. Aujourd'hui j'ai un petit peu moins de temps, j'avoue, mais je le faisais. Et donc finalement, moi, c'est vraiment pour trouver des lecteurs, parce que je me suis dit qu'en allant, en envoyant dans une maison d'édition, forcément, j'allais avoir un peu plus de lecteurs, et donc on pourrait un peu plus partager, imaginer la suite ensemble sur les réseaux sociaux, etc. Et donc moi, c'était vraiment dans cette optique-là que je l'avais envoyé à des maisons d'édition. Et du coup, pourquoi l'avoir envoyé à ma maison d'édition? Oui, je crois. Comme je vous l'ai dit juste avant, je ne l'ai pas envoyé à beaucoup de maisons d'édition, parce que, je ne sais pas, par choix, peut-être par peur aussi. Et j'ai découvert la maison d'édition de Laura sur les réseaux sociaux, et je l'ai trouvée vivante. Elle avait l'air, enfin je dis elle avait l'air parce que je ne la connaissais pas encore à l'époque, de bien s'occuper des auteurs. Et je m'étais dit que si mon roman était publié quelque part, je souhaitais être vraiment accompagnée avec quelqu'un qui n'était pas submergée par 48 auteurs différents, qui aurait vraiment le temps de m'accompagner dans cette première aventure. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi la maison d'édition de Laura, parce qu'elle était aussi assez jeune sur les réseaux sociaux. Enfin, elle inspirait quelque chose elle inspirait de la confiance en fait de l'extérieur. Voilà. Moi, pour le coup, c'est un peu comme Olivia. J'ai connu Lettres à Perdition sur les réseaux sociaux, et à l'époque,
Laura venait d'ouvrir sa maison d'édition. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais eu d'expérience avec d'autres maisons d'édition, etc. Même si j'avais envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, évidemment. Mais je me suis dit que l'échange entre... ce serait plus un échange humain qu'un échange plus commercial, si je peux dire. Je sais pas si c'est comme ça. Mais oui, c'était vraiment le rapport humain qui m'a inspiré pour travailler avec elle. Un peu comme les filles, j'ai pas envoyé mon premier roman à beaucoup de maisons d'édition. Et j'ai eu, Folle a déjà été édité dans une précédente maison d'édition avec qui ça s'est très très mal passé. Mais je m'étendrai pas là-dessus. Et du coup, quand j'ai voulu rééditer, je suis tombée sur la maison d'édition de Laura. Et c'est Laura elle-même qui m'a donné envie de travailler avec elle. Quand elle a accepté mon manuscrit, on a eu un appel et c'est sa manière de gérer, de voir les choses et son accompagnement qui m'ont donné envie de signer avec elle pour le premier. Et ensuite, après, qui m'a forcément donné envie de re-signer pour le deuxième. Et je suis très contente du travail qu'on a fait ensemble. Comment tu le sais déjà? Moi, je suis un petit peu gêné parce qu'en fait, je me suis trompé de destinataire quand j'ai envoyé le mail. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai découvert Laura, moi aussi, sur les réseaux sociaux. Et je l'avais trouvée pétillante et pleine de joie. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais face à une passionnée. Et quand on cherche une maison d'édition pour de la science-fiction, en vrai, en France, c'est pas si évident que ça. À part les grosses maisons, la science-fiction, c'est pas facile. Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance, parce qu'elle avait publié une vidéo sur la recherche d'auteur en 2024. Donc, je me suis dit, je vais tenter. J'ai reçu une réponse positive, donc j'ai fait quelques recherches, on a passé plusieurs coups de téléphone et en fait je me suis dit pourquoi pas finalement, j'ai l'impression qu'elle aime vraiment son métier et puis ça a l'air d'être le cas. Donc je suis content d'être là, même si ça fait qu'un mois, je débute, mais honnêtement je pense que ça a l'air de... Pour l'instant ça se passe très bien, je me sens bien encadré de m'entourer, donc je suis content. Merci à tous, je ne m'attendais pas à autant de louanges, merci. On va passer du coup maintenant à le deuxième gros point de cette conférence qui est comment envoyer son manuscrit dans une maison d'édition. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. Donc j'ai résumé ça en 3 étapes. Donc la première étape, tout simplement, ça va être le manuscrit en lui-même. C'est important déjà, avant toute chose, de le relire plusieurs fois. Mais pas seulement vous, d'essayer de soit le faire relire par des proches, si vous avez la chance d'avoir des proches qui ont envie de le lire et qui ont surtout la capacité de corriger également les fautes de grammaire, d'orthographe, etc. Ou après, vous pouvez vous aider soit de ce qu'on appelle les bêta-lecteurs, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider bénévolement. Ça peut être des personnes que vous trouvez grâce aux réseaux sociaux, grâce à des groupes, soit sur Internet, soit même des groupes de personnes avec le bouche à oreille. Ou également sinon par les logiciels. Donc les logiciels gratuits, on a par exemple Scriben, S-C-R-I-B-E-N-S, qui est un logiciel gratuit qui aide déjà à corriger, à faire un bon premier tri sur les fautes. On a également du coup un logiciel payant Antidote, A-N-T-I-D-O-T-E. Donc ça peut aider aussi parce que c'est vrai qu'on ne va pas se mentir en tant qu'éditeur, quand on reçoit un manuscrit qui est truffé de fautes avec des phrases du coup qui sont mal tournées, ça nous calme tout de suite, on a beaucoup moins envie d'aller plus loin, de chercher. Alors c'est pas forcément, en tout cas moi je vais pas m'arrêter à ça, sauf si vraiment il y a une faute à chaque mot, mais c'est vrai que c'est tout de suite plus agréable, on est tout de suite plus dans l'histoire en fait. Donc ça c'est une chose très importante. Après des choses un peu plus bêtes auxquelles on pense pas forcément mais qui sont importantes, c'est la police d'écriture. Choisissez une police simple, une police lisible, puisque de toute façon il sera retravaillé après avec l'éditeur, donc pour lui faciliter le travail. Envoyez aussi le document en PDF ou en Word, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais si vous avez, je sais pas, par exemple, il y a les points ODT, les points comme ça, enfin, faut prendre des PDF ou Word, au moins on sait que tous les éditeurs pourront le lire, qu'il n'y aura aucun souci là-dessus. Et enfin, ça peut paraître très bête, mais ça m'arrive souvent, n'oubliez pas de noter le titre et le nom de l'auteur. Parce que parfois, du coup, on n'a aucun moyen après de joindre la personne ou même de savoir le titre. Donc ça, c'est la première étape sur le manuscrit. Ensuite, au niveau de la lettre d'intention, donc c'est une lettre qui fait environ 1 page, de préférence également en PDF. Et ici, en fait, vous allez vous adresser à l'éditeur. Donc en fait, vous allez tout simplement lui dire pourquoi vous le choisissez lui plutôt qu'un autre, pourquoi votre livre devrait être publié plutôt qu'un autre livre, qu'est-ce qu'il a de différent.
et résumer en quelques phrases du coup l'histoire, puisque on va le voir après, on a une seconde feuille à envoyer où là on détaille plus du coup l'histoire. Ensuite, dans cette lettre d'intention, ne pas oublier de faire une petite présentation de vous en tant qu'auteur. Donc c'est assez rapide, expliquer voilà, un peu votre parcours, ce que vous avez fait, ce que vous faites comme travail, par exemple, quelles sont vos passions, etc. Si vous avez écrit d'autres livres, voilà, une petite présentation, et tout ça du coup sur une page. Et enfin, on arrive du coup au dernier document qui est le synopsis, du coup la détaillée. Pareil, donc là c'est en format PDF. Et là, du coup, on va retrouver deux choses. En premier, le point technique, en gros, où on va retrouver voilà, combien votre manuscrit fait de pages, combien il a de chapitres, de parties, quel est le genre de ce manuscrit. Si par exemple vous écrivez du fantastique, du fantasy, est-ce que vous avez des illustrations avec, etc. Et ensuite, du coup, le détail voilà, du livre, mais là, du coup, très détaillé. Il ne faut pas hésiter à spoiler. Que en fait, l'éditeur, en lisant, sache complètement la trame de l'histoire et sache la fin, du coup. Ça va lui permettre de se diriger, de savoir vers quoi il va aller en lisant le manuscrit. Donc ça, vous pouvez aller de 1 à 2 pages, du coup. Et dernière chose, très importante, toujours vérifier la ligne éditoriale de l'éditeur avant d'envoyer un manuscrit. Si par exemple, vous envoyez un roman de fantasy à une maison d'édition qui va ne publier que de la romance, du coup, vous aurez forcément un retour négatif et ce sera une perte de temps pour vous d'avoir envoyé le manuscrit, d'avoir pris le temps de tout détailler, et une perte de temps pour l'éditeur aussi. Donc ça, très important, de toujours vérifier la ligne éditoriale. En général, quand vous le déposez sur les sites internet, c'est écrit, nous par exemple, c'est écrit en rouge sur la page de dépôt du manuscrit. Voilà. Donc ensuite, je vais vous poser encore comme d'habitude à tout le monde, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être publié? Qu'est-ce qui, selon vous, donne envie à un auteur du coup, de pouvoir publier son livre plutôt que de le garder pour soi? C'est mignon de lui. Je dirais que c'est surtout le partage, l'échange aussi, parce que quand on écrit un livre, après, il y a de l'interaction quand même avec ses lecteurs, même avec les non-lecteurs quand on parle de nos livres. Donc je pense que c'est principalement le partage. Pour ma part aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout le partage. C'est un roman qui parle du deuil, donc c'était surtout pour que les personnes puissent se sentir écoutées, peut-être comprises, ou même, le fait de se savoir moins seul face à ça. Et aussi le retour des lecteurs et lectrices qui confirme plus ou moins ce que j'ai essayé de partager avec ce roman. Donc tout ça, c'est ce qui me donnait envie d'être publié et d'être lu. Je pense la même chose que les filles. Non mais c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est ça, oui. Oui, je sais pas. Je sais pas, non, mais oui. Je pense, oui, que je partage l'avis de mes collègues autrices, mais je pense aussi que les gens ont besoin, les auteurs ont besoin d'écrire aussi, parce que c'est aussi une manière pour eux de s'échapper un petit peu, d'une certaine manière, du monde dans lequel ils sont. C'est pas pour rien que j'écris deux mondes différents dans le même livre. Mais en fait, si vous voulez, c'est une manière aussi de comprendre, d'explorer des émotions qui parfois peuvent rester muettes, parce que l'écriture, en fait, finalement, c'est pas juste un art, c'est aussi une manière de comprendre le monde. Et je pense que je parle au nom de toutes quand on dit que si jamais on arrive à faire en sorte que nos mots résonnent avec l'expérience des lecteurs, qu'on arrive à les réconforter, ou au contraire à faire émerger de différentes émotions, je pense qu'on peut considérer qu'on a accompli de grandes choses d'une certaine manière, en fait. Vous pouvez voir ça. Et je réponds aussi, du coup, parce que comme je suis aussi autrice, je vous rejoins sur le fait de partager. Mais par exemple, moi, c'est vrai que pour À la vie à la danse, comme c'est un roman qui parle d'endométriose, ça me tenait à cœur aussi d'aider des personnes qui sont atteintes d'endométriose. Je me disais qu'en le lisant, ça leur donnerait espoir. Donc pour celui-ci, voilà, c'était par exemple vraiment l'aide et le partage. Après, par exemple, pour Il faut arrêter, qui était mon premier roman, là pour le coup, là où je vous rejoins pas. En tout cas, moi, c'était notre vision, c'était vraiment un roman plus pour me libérer en fait de certaines choses en fait que j'avais besoin d'extérioriser, on va dire. Et d'ailleurs, quand je l'ai écrit au départ, c'était pas du tout pour en faire un livre. Et finalement, en fait, avec le temps, voilà, ça c'est devenu un livre. Mais je pense aussi qu'au-delà du partage et parfois du coup comme par exemple Marion avec Folle qui parlait du handicap, moi
Rose avec le deuil, et puis moi par exemple avec l'endométriose, je pense aussi que parfois écrire c'est aussi tout simplement, c'est aussi pour nous un peu entre guillemets être un peu égoïste et avoir envie aussi de vider son sac et de donner, de tout mettre et de se dire si quelqu'un le lit, si quelqu'un partage ça, c'est génial, mais je l'ai aussi écrit pour moi. Enfin, je sais que j'ai un auteur par exemple qui a vraiment, il n'est pas présent là, mais il a vraiment écrit un livre juste pour lui, pour le plaisir, l'accomplissement, et il cherchait pas forcément à avoir de retour. Donc voilà, ça peut vraiment être deux envies différentes, si je peux dire. Donc on parle beaucoup du coup de l'édition, et forcément quand on parle d'édition, on parle aussi d'auto-édition. Donc quel est votre avis sur l'auto-édition, même si je crois que personne n'a été auto-édité là avant. Non. Du coup, quel est votre avis sur l'auto-édition? Pour avoir rencontré une autrice lors d'un précédent salon qui fait de l'auto-édition, j'ai trouvé qu'en fait c'était juste super courageux, parce que c'est 2 fois plus de travail que nous, parce que Laura prend quand même beaucoup sur la com, enfin sur tout en fait. Et quand on est en auto-édition, je pense qu'on peut faire quasiment que ça, pour en tout cas en vivre. C'est sûr, mais en tout cas, moi je dirais que c'est vraiment, faut vraiment être très courageux, et moi c'est comme ça que je vois les auteurs qui sont en auto-édition, c'est que je les respecte beaucoup et je les trouve vraiment très courageux dans la vie de tous les jours. Du coup, je rejoins Olivia là-dessus, je les trouve très courageux, et c'est surtout que, en fait, selon la manière dont ils sont publiés, il faut avancer tous les frais, que ce soit au niveau des corrections, des couvertures, de la mise en page, de tout ça, donc c'est aussi se mettre en danger, et du coup, oui, c'est juste hyper courageux. Surtout que le monde de l'édition est assez fermé ou sous-estime pas mal les auto-édités. Donc c'est pas non plus facile de trouver sa place en rayon ou de pouvoir se faire vendre partout selon la manière dont on s'édite. Donc ouais. Par rapport à nous qui avons la chance d'avoir Laura pour nous guider dans par exemple l'amélioration du roman, par exemple je vois que pour Fall on a ajouter des chapitres, rallonger des chapitres, enlever des parties qui étaient inutiles, etc. Et les personnes auto-éditées, ils sont un peu tout seuls face à leur roman, et ils doivent gérer eux-mêmes ce qui semble avec les relectures, etc. Et c'est très compliqué, et je les respecte beaucoup, et ils font un travail titanesque. Effectivement, moi je suis assez mitigé aussi, parce que c'est vrai que tous les auteurs auto-édités, finalement, c'est vrai qu'ils doivent enfiler toutes les casquettes, ils doivent se corriger, ils doivent illustrer leurs propres livres, ils doivent faire leur propre promotion, donc c'est vrai que c'est vraiment pas facile, et ils ont beaucoup de courage, effectivement. Et moi je suis aussi des auteurs auto-édités, ça m'est déjà arrivé aussi d'acheter des livres d'autrices auto-éditées, et j'avais même discuté avec l'une d'elles une fois sur Avignon, et en fait elle me disait qu'elle subissait beaucoup de critiques, parce qu'elle disait qu'en fait, comme critique, elle recevait du genre que les auteurs auto-édités, ce sont finalement des frustrés qui n'ont pas réussi à se faire publier dans des vraies maisons d'édition. Et ça, il y en avait beaucoup, et je trouvais ça très injuste, parce que justement, par exemple, elle avait peut-être plus de succès que des auteurs qui étaient publiés dans des maisons d'édition traditionnelles, finalement. Donc, et elle me disait qu'elle en souffrait beaucoup de ça. Et donc, moi, j'avoue que j'aurais pas ce courage-là, en fait. Du coup, pour rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, en fait, je vais un peu vous présenter du coup, les points positifs et les points négatifs pour l'auto-édition et pour la maison d'édition. Donc pour l'auto-édition, en point positif, évidemment, ce qu'on a, c'est on est libre de tout décider, de tout choisir. On a entre guillemets personne au-dessus de nous qui va nous dire quoi faire. Donc ça, pour certains, ça peut être aussi une bonne chose pour les personnes qui veulent vraiment, qui ont une vision très très précise de ce qu'ils veulent et qui veulent en aucun cas avoir quelque chose qui va passer en travers de leur chemin. Le point positif également, c'est que du coup, forcément, on touche 100% des bénéfices sur les livres, puisqu'il n'y a pas, il y a personne avec nous. Par contre, les points négatifs, donc ça reprend un peu ce que vous avez tous dit, c'est que on est seul, on doit gérer tout seul, c'est-à-dire la mise en page, la couverture, la promotion, la relecture. Donc après, si on connaît des gens qui peuvent nous aider, c'est super, mais si malheureusement on est vraiment seul, ça peut vite en fait être compliqué, on peut vite être débordé par tout ça. On doit également du coup tout payer seul, c'est-à-dire par exemple si on ne sait pas dessiner, qu'on ne sait pas faire une couverture, on fait appel à un graphiste
voilà, ça va nous coûter des sous. C'est pareil pour la mise en page, c'est pareil pour la relecture. Ça peut du coup très vite chiffrer et être assez conséquent au niveau du prix. Il faut savoir aussi que forcément, je crois que c'est Valentin qui l'a dit, et Rose aussi d'ailleurs, ceux qui sont en auto-édition ne sont pas très pris au sérieux pour la plupart des libraires et la plupart même des gérants des salons par exemple du livre. Donc vous allez avoir pas mal de portes qui vont se fermer au niveau des librairies qui ne voudront pas vendre votre livre, au niveau des salons qui ne voudront pas de vous parce que vous êtes auto-édité. Il y a aussi du coup les grands circuits comme les grandes chaînes comme Cultura, la Fnac, etc. C'est compliqué de vendre son livre là-bas quand on n'a pas le pion d'une maison d'édition. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Tout en fait est plus compliqué. Et comme je vous dis, oui, on n'est pas pris au sérieux pour beaucoup de monde, en tout cas malheureusement. Et enfin, le dernier point, c'est le réseau aussi, tout simplement. Si par exemple on est une personne qui n'est pas trop sur les réseaux sociaux, qui a sa famille, ses amis, mais voilà, qui ne connaît pas 200 personnes, et c'est compliqué du coup d'essayer d'avoir du bouche à oreille, c'est compliqué de faire parler son livre en fait, tout simplement. Et donc du coup, les réseaux sociaux peuvent aider, mais encore une fois, tout le monde n'est pas à l'aise sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas non plus la capacité à faire des posts. Donc voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Maintenant, du coup, au niveau des maisons d'édition, donc les points négatifs, pour le coup, il y en a un surtout, c'est les droits d'auteur, du coup, qui là, par contre, vous ne touchez pas 100% des bénéfices, évidemment. À savoir, à titre indicatif, que la plupart des maisons d'édition font des droits d'auteur assez bas, entre 5 et 8%. Et chez nous, c'est pas pour faire de la pub, mais on est entre 10 et 15%. Voilà, pour essayer au plus possible d'aider l'auteur. Après, évidemment, malheureusement, avec tout ce qui est pris, on ne peut pas faire plus. Mais ça, c'est un autre débat. Au niveau des points, par contre, du coup, positifs d'être édité en maison d'édition, on va retrouver ce qu'on dit, du coup, c'est une vraie équipe autour de soi. Des personnes qui sauront relire, des personnes qui vont vous créer des couvertures, vous proposer différentes couvertures, la promotion également. On retrouve du coup, ce que je disais à l'inverse de l'auto-édition, c'est que là, on n'a pas de problème pour être dans le circuit des libraires, pour être référencé dans les grandes enseignes, pour avoir facilement des salons du livre, des dédicaces, tout est plus simple à ce niveau-là également. On touche du coup, par logique, une plus grande cible au niveau du public, puisque déjà, le livre est disponible à plus d'endroits. La maison d'édition a aussi du coup ses propres lecteurs, ses propres abonnés, et du coup, forcément, à chaque fois, tout est un peu plus décuplé, pardon. Et on a également, du coup, on est entouré par déjà les professionnels, mais également, en tout cas, chez Lettres à part édition, j'ai fait en sorte que mes auteurs et autrices s'entendent bien, qu'on devienne une grande famille. Et du coup, là, c'est aussi assez agréable de savoir qu'on peut parler autant de nos livres que d'autres choses plus personnelles et de savoir qu'on est entouré. C'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition, mais en tout cas ici, voilà. Du coup, petite question pour tout le monde. Selon vous, quels sont les points positifs et les points négatifs que vous tirez de votre expérience d'auteur et d'autrice? Alors pour l'instant, non, mais les points positifs, c'est surtout les rencontres avec l'équipe, parce que je les vois souvent quand même, malgré tout. Même quand on ne se voit pas pendant les salons, on est en contact. Et on partage aussi beaucoup sur nos lectures, sur l'écriture, vraiment, une mini-communauté entre nous. Donc, oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un vrai plus. On rencontre vraiment des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment un super point. Et même pendant les salons, on rencontre beaucoup de lecteurs qui sont vraiment top avec nous. Enfin, c'est vraiment sympa. Et pour les points négatifs, pour l'instant, je n'en vois pas la preuve. J'ai signé un contrat avec Laura. Donc pour l'instant, pour un troisième. Donc pour l'instant, je ne vois pas de points positifs. Négatif, pardon. Je commence à être fatiguée. Ça me rajoute juste du travail en plus de mon job, mais je le fais par plaisir, donc ce serait même pas un point négatif. De mon côté, pour les points positifs, c'est aussi toutes les rencontres que j'ai faites, que ce soit avec Laura, les autres auteurs ou autrices, qui sont juste géniales. Même les rencontres en salon du livre avec des lecteurs et lectrices qui sont intéressés par nos livres ou qui juste écoutent de quoi ils parlent et s'intéressent. C'est aussi une manière de sortir de sa zone de confort. Donc je suis un peu le cliché de l'autrice qui essaie de parler aux gens. Et du coup, forcément, les retours des lecteurs et lectrices, c'est aussi un point très positif dans ce milieu-là.
Sinon, pour les points négatifs, mais dans l'édition en général, pas dans cette maison d'édition-là, je dirais que forcément, pour les indépendants, c'est un milieu qui est assez difficile d'accès et c'est pas facile de se faire une place dedans. Et aussi sur les réseaux sociaux, on peut avoir tendance à vite se comparer avec les autres auteurs et autrices et se dire que finalement on n'est pas si doué que ça, ou vraiment on est nul en se comparant à eux, ou voilà, alors qu'en fait sur les réseaux sociaux on montre ce qu'on veut montrer et voilà, ça ne faut pas l'oublier. Un peu comme les filles, les rencontres que j'ai faites avec les Trappards sont des rencontres très précieuses. Les filles, je ne les montre pas à Laura forcément comme elle est aussi mon éditrice, mais avec Olivia et Rose par exemple, on s'échange sur nos futures idées de romans, les 10 que je peux avoir au quotidien. Elles font la bêta lecture de mes prochains romans. J'invente des titres pour Olivia aussi. Enfin, c'est vraiment un échange quotidien et c'est très très agréable d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on vit, etc. Parce que même si mes proches aiment ce que je fais, etc., eux ils veulent simplement le livre fini. Et la partie autour, ça les intéresse pas beaucoup. Donc voilà, moi c'est ça. Et pour Laura, j'ai pas forcément du point négatif non plus. Je suis très contente de. Et mes prochains romans seront édités chez elle, j'espère. Prochain. Moi, encore une fois, je viens juste d'être publié, donc c'est encore tout nouveau pour moi. Ça va dire, c'est la première fois que je prends la parole devant des lecteurs dans une assemblée. Donc finalement, disons que les points positifs, ça va, moi, pour l'instant, ça va surtout être le fait d'avoir réussi. Donc réussi d'avoir trouvé quelqu'un qui a accepté de lire une brique. Ouais, c'était pas facile. La phase c'était compliqué. Et j'attends la suite avec impatience. Ah oui, justement, j'allais en parler. Donc, la pression. Non, mais là, pour le coup, j'ai mis la pression parce qu'il a fini le livre d'une façon où on veut savoir la suite. Donc, c'est horrible en tant qu'éditrice. Je vais faire ça pour le prochain. Oui, en fait, alors c'est pas la pression pour de vrai, c'est pas la pression par rapport à l'oral, c'est plus les attentes que je me mets à moi-même finalement, parce que quand je me retrouve devant mon clavier, il y a des moments en fait où je me dis que je veux faire mieux que le premier, du coup je me mets trop de pression, et il y a des moments en fait où je me mets devant mon ordinateur, j'écris pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'en sais rien, et en fait je me rends compte que j'ai pas du tout avancé d'une phrase, j'ai réécrit des passages que j'ai déjà écrits, donc c'est très frustrant, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, ce qui est vrai d'ailleurs. Et puis moi j'aime bien aussi partager, etc. Mais bon, j'aime bien maintenir le suspense. Et donc finalement, quand on écrit, on a tendance à se retrouver un peu seul. Donc on peut ressentir un petit peu, d'une certaine façon, de la solitude ou même de l'isolement. Parce que c'est vrai qu'on a envie de garder nos propres idées pour nous-mêmes, parce qu'on n'a pas envie de spoiler notre entourage. Et donc c'est quelque chose de très frustrant, sachant que moi j'adore partager, imaginer la suite. Voilà, par exemple, je joue à des jeux de rôle par exemple, et du coup j'aime beaucoup être dans mes univers. Est-ce que vous pensez et est-ce que vous aimeriez être auteur aujourd'hui à temps plein, et surtout est-ce que vous pensez que c'est réalisable en 2025? Du coup, Valentin, c'est un peu plus dur vu que ça fait qu'1 mois que tu es dedans, mais par rapport à ce que vous avez déjà vu au niveau des ventes, des salons, etc., est-ce que vous pensez que c'est réalisable et est-ce que vous aimeriez? Alors moi j'aime trop mon job pour être autrice à temps plein, même si j'adore écrire. Enfin, voilà, je préfère garder ça pour le plaisir et comme un hobby, plutôt que pour faire mon métier, parce que comme je dis, j'adore mon travail. Donc en plus, je trouve que ça fait vraiment des semaines et des mois parfaits, parce que la semaine je fais ce que j'aime au travail, et le week-end je retrouve les filles, ou même des fois avec Marion on s'appelle pour écrire. Donc en fait, les deux se mélangent super bien. Donc moi j'aurais tendance à dire non pour ma part en tout cas, mais je pense que oui, c'est tout à fait réalisable de pouvoir en vivre. J'en connais certains qui en vivent, donc je dirais que oui. Pour ma part, c'est pareil, je ne me vois pas trop faire ça à temps plein, parce que j'ai besoin d'un travail qui bouge et qui me fait sortir, qui me fait marcher. Là je suis préparatrice de commande, donc je marche toute la journée et c'est très bien. Après, c'est compliqué parce que quand je travaille, j'arrive pas à écrire, donc il faudrait que j'arrive à allier les deux. Ça, c'est pareil, je pense que c'est de la discipline surtout. Et pour 2025, clairement, je ne pourrais pas vivre de l'écriture, mais dans le futur, pourquoi pas avoir un bon complément de salaire en plus de mon activité principale, ce serait pas mal. Moi,
comparé aux filles, je n'aime pas mon travail. Et j'aimerais beaucoup vivre de l'écriture, mais je pense que c'est très compliqué. Il faut avoir déjà un gros réseau et être beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je suis très mauvaise en communication. Heureusement que Laura est là, parce que mon livre ne se vendrait pas. Je pense que c'est un travail à faire sur soi-même déjà, pour ça. Mais moi j'aimerais beaucoup, pas en 2025, mais dans les prochaines années, j'aimerais beaucoup. Je rebondis juste, Marion n'a pas son travail, mais elle travaille quand même dans un magasin qui achète énormément de ses livres et qui les vend, donc malgré tout, son travail lui permet de vendre plein de livres. Oui, c'est vrai, c'est pas qu'on ne pas penser à ça. C'est vrai, on ne peut pas tout apprendre. Non, ben moi, oui, moi j'adore mon travail aussi. Moi je suis enseignant et je trouve que l'enseignement c'est vraiment un métier de passion. Malgré tout, j'aimerais quand même vivre de l'écriture parce que autant l'enseignement c'est un métier de passion, autant l'écriture c'était vraiment mon rêve depuis que je suis tenu à l'Institut. En fait, j'écris. Donc, moi j'aimerais bien. Après, est-ce que c'est possible en 2025? Effectivement, ça me paraît compliqué étant donné que c'est vraiment la première année et que je me lance en fait. Donc, moi je me dis qu'en écrivant une saga, ça peut peut-être intéresser des lecteurs, mais c'est surtout qu'ils soient assidus. C'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de lire la suite, et donc finalement j'aurai peut-être le même lectorat, mais petit à petit qui suivrait mes aventures au fil des années. Et puis moi je vais quand même répondre, si j'avais pas ma maison d'édition, oui, j'aimerais bien vivre, être autrice. Après je pense qu'il faut avoir, comme on l'a dit, quand même un certain nombre d'abonnés, de lecteurs, et peut-être un certain nombre de livres, si vous en avez déjà 3, vous me direz. Mais voilà, je pense que voilà, ça paraît un peu réalisable encore pour le moment. Et si un jour, malheureusement, vous n'avez plus l'être à part, oui, j'aimerais bien que ce soit mon métier principal, parce que moi, pour le coup, je ne peux pas dire que j'aime pas mon métier principal vu que c'est l'être à part, mais voilà. Donc on va arriver à cette dernière partie du coup de la table ronde, et là on va rentrer un peu plus en détail dans nos livres, et on va résumer un peu plus nos livres et pourquoi on les a écrits. Olivia. Alors du coup, moi, le premier qui est sorti, c'est Le Fruit de l'eau. À la base, c'était pas du tout censé être un livre que des achats comme ça. C'était pour valider mon master de direction artistique. Et en fait, le roman graphique, ça alliait la mise en page, la rédaction, l'écriture et tout le travail de com et de marketing derrière. Donc en fait, c'était vraiment un projet hyper complet pour mon master. Et après, comme je vous l'ai dit, je l'ai partagé à Laura, et en fait, c'est publié. On a beaucoup retravaillé ce court roman graphique parce qu'à la base, il y avait 27 pages, je pense. Maintenant, il y en a 100 de plus. Donc on l'a bien retravaillé, l'histoire a bien évolué. Donc aujourd'hui, c'est quand même un roman qui se lit assez rapidement, parce que j'ai eu 6 mois pour le faire de mon côté. Et avec Laura, pendant qu'on travaillait Le Fruit de l'eau, on a eu, elle cherchait quelqu'un pour le bullet journal. Et vu que j'ai fait des études de graphisme et de direction artistique, j'ai candidaté. Je me suis dit, pourquoi pas, on travaille déjà super bien ensemble. Donc en fait, ça s'est fait. Et on s'est quand même retrouvés à travailler sur les 2 bouquins en même temps. Donc ça a été une sacrée épreuve. On a appris à travailler ensemble. On a appris de tous nos échecs, de tout, et en fait on s'en est très bien sortis. Et aujourd'hui j'ai du coup Le Fruit de l'eau qui est plus un roman à suspense, fantastique, et le bullet journal de lecture pour toutes les personnes qui souhaitent répertorier leur lecture. On a des trackers, on a de quoi noter ses citations, une bibliothèque, enfin voilà, il y a vraiment de tout, mais c'est vraiment deux styles tout à fait différents. Je rebondis sur ce qu'Olivia disait pour le bullet, parce que si il faut savoir que du coup en général pour tous les autres livres c'est un rythme classique d'édition où les auteurs vont apporter leur livre. Bon, en effet, Olivia par exemple, je lui fais beaucoup retravailler parce qu'il y avait 20 pages, on en a fait 100 de plus, mais je veux dire de base c'était un rythme d'édition classique, à la différence du bullet en fait où là Olivia et moi on est partis d'une feuille blanche et on a tout créé ensemble de A à Z. C'était pas comme pour les autres livres où l'histoire est déjà faite, et après moi je retravaille un petit travail avec l'auteur, un petit ou gros ça dépend, mais on a travaillé avec l'auteur. Donc voilà, donc le bullet c'est vraiment quelque chose, on est parti de zéro et on a complètement construit ensemble, où du coup Olivia a vraiment réalisé tout le graphisme et moi j'ai réalisé toute la trame et toutes les parties où il y a les petits textes. Et voilà, je voulais juste faire cette petite aparté. Je vais résumer
ce qui reste, ça parle d'un groupe de lycéens qui rêvent d'être qualifiés pour le concours international de danse. Sauf qu'ils vont faire face à la mort d'un de leurs amis qui fait partie du groupe de danse. Et donc, on va les suivre à travers les pages dans leur deuil, dans leur reconstruction, et comment est-ce qu'ils arrivent à continuer la danse et croire en leurs rêves, et aussi du coup, au rêve de leur ami qui est décédé. Et à peu près au même moment, il y a un nouveau danseur qui arrive dans le groupe, qui était déjà prévu à la base. Et du coup, ils vont se rendre compte que c'est un peu une lueur d'espoir, un vent d'air frais qui arrive et qui va leur permettre aussi de respirer à nouveau et de trouver peut-être un sens différent à leur vie. En ce qui concerne l'histoire de thé, je ne peux pas le résumer énormément parce que ça reste un petit roman et c'est simplement une romance toute simple, toute douce de Noël. Pour se détendre au coin du feu. Par contre, en ce qui concerne Fall, c'est l'histoire d'Adriel qui perd l'usage de ses jambes dans un accident de cheval. Et en fait, tout au long de l'histoire, on va suivre toute sa reconstruction physique et mentale pour faire face à, pas ce deuil, mais cette épreuve, on va dire. Et c'est un roman plein d'espoir qui nous pousse à avancer malgré les épreuves. Et il y a une petite romance en fond, parce que c'est toujours très agréable. Alors, concernant Interact World, ça se passe dans un futur proche où les jeux vidéo bénéficient de progrès technologiques. Donc c'est-à-dire qu'on ne joue plus du tout avec des manettes, on joue avec un casque ou éventuellement des lunettes pour les plus fortunés, et on est transporté directement dans le jeu. Donc en fait on a ce qu'on appelle l'immersion complète. C'est-à-dire que quand on lève le bras, on lève le bras dans le jeu. Donc le corps il est allongé sur un lit, assis sur un canapé ou sur un fauteuil, sauf qu'en fait on est dans le jeu. Le problème c'est que donc 2 millions de personnes se lancent dans l'aventure, puisque c'est un serveur vraiment amélioré, c'est vraiment le tout dernier jeu, vraiment dernier cri, que tout le monde a envie de tester. Sauf qu'à un moment donné, le créateur du jeu en fait envoie directement un item dans l'écran des joueurs, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se déconnecter. Pour se déconnecter, ils sont obligés de finir le jeu, donc d'atteindre finalement le boss final du jeu. Et donc ils vont devoir s'allier, ils vont devoir s'entraider pour vaincre les différentes créatures fantastiques qui se trouvent dans le jeu. On a des trahisons, on a des guides qui se créent, on a aussi des familles qui se créent, on a des évolutions, etc. Ce qui est aussi, entre guillemets, quelque chose que j'ai voulu créer, en fait, c'était vraiment que n'importe qui puisse le lire. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en jeu vidéo pourrait très bien apprécier et comprendre le livre, parce que j'ai vraiment pas centré l'intrigue sur le jeu vidéo, l'intelligence artificielle au terme pur. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt des bons personnages dans une bonne histoire. Voilà. Donc, je vais commencer par la gauche. Donc, à la vie et la danse, comme je le disais rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris et qui apprend au fil des pages qu'elle est atteinte d'endométriose. Et donc, elle va essayer de réaliser son rêve de devenir danseuse étoile tout en essayant de se battre contre cette maladie, enfin déjà en essayant déjà de la comprendre et ensuite d'essayer de vivre avec tous les symptômes qui en découlent, surtout dans le domaine de la danse, c'est encore plus décuplé. Donc pour celui-ci, je reverse 1 € à l'association Endo-France pour chaque livre vendu. Ensuite, donc, À deux portes de toi, qui est mon dernier roman que j'ai sorti l'année dernière. Là, on est plus, donc j'en parlais en début de conférence, dans une new romance. C'est l'histoire de Lou et Gaël qui étaient amoureux au lycée. Ils se sont fait une promesse qu'ils n'ont pas tenue et 6 ans plus tard, Gaël emménage complètement par hasard sur le même palier que Lou. Et donc, est-ce que du coup leur histoire d'amour est possible ou est-ce qu'il est trop tard? Et Il faut aider, donc du coup, qui était mon premier roman. Là, on est plus dans un peu la romance qu'on appelle feel good, détente. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Léna. Au début du livre, elle a 16 ans. À la fin, elle en a 21. Et en fait, on va suivre, elle va partir en vacances, se faire une bande d'amis. Et dans la bande d'amis, elle a surtout rencontré un frère et une sœur
pour lesquels elle va avoir un vrai coup de foudre amical dans un premier temps, mais elle va revoir du coup ce frère et cette sœur. Oui, pardon, excusez-moi. Et elle va du coup se rendre compte qu'elle est tombée amoureuse du frère, mais 700 km les séparent. Donc on les suit sur plusieurs années, et est-ce que voilà, leur histoire d'amour est possible avec tous les péripéties qu'on peut avoir aussi quand on est au lycée, puisqu'on du coup la suite de sa seconde à sa terminale et sa première année de fac. Voilà ce que j'ai résumé. Donc du coup tous les livres là sont disponibles après si vous le souhaitez du coup à la vente avec des dédicaces bien sûr. Et du coup on va arriver à la fin. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre? N'hésitez pas. Vous êtes une maison d'édition à compte d'auteur ou à compte d'éditeur? Alors on est ce qu'on appelle un compte participatif, c'est-à-dire qu'en fait je demande du coup une petite participation pour la première impression. Par contre après tout ce qui va être les flyers, les affiches, enfin, tout le marketing, les salons, etc., l'auteur n'a plus rien à régler, et toutes les réimpressions pareil c'est à ma charge. En fait, c'est juste parce que, évidemment, comme j'ai ouvert il y a que bientôt 3 ans, pour le moment, j'ai pas encore assez de trésorerie pour pouvoir faire les premières impressions. Mais le but sur le long terme, c'est de devenir un compte d'éditeur. Mais après, comme je disais, par contre, c'est vraiment que pour la première impression. Après, les seules choses qui est à la charge des auteurs, c'est les déplacements pour les salons. Que ça, évidemment, je ne peux pas prendre en charge, mais ça, il y a plein de maisons d'édition qui ne prennent pas non plus. Et voilà. Et les salons, vous en faites tous les week-ends? Parce que vous disiez, on se retrouve tous les week-ends. Oui. Alors, comme vous êtes aux 4 coins de la France, apparemment. Alors, on ne peut pas tous les week-ends, mais en tout cas, on en fait régulièrement. Et oui, on en fait aux 4 coins de la France. Après, du coup, les auteurs viennent selon leurs possibilités. Les salons, par exemple, qu'on fait tous les ans depuis que j'ai ouvert, c'est Soissons et le Touquet, qui sont dans le Nord. Et après, voilà, il y a ici, à Lagor, tous les auteurs, s'ils le souhaitent, dédicacent à chaque fois à la sortie d'un de leurs livres. Par exemple, Valentin est là le 1er mars, c'est ça, 1er mars. On a aussi, par exemple, plusieurs curés du Nord. Donc là, c'est du coup dans le Nord pour lesquels on a fait plusieurs dédicaces. On a des Leclerc, on a fait pas mal de Leclerc, puisqu'on avait 7 ou 8 Leclerc déjà en France. Donc voilà, c'est un peu éparpillé. Et après, quand elles se retrouvent aussi, c'est par téléphone, c'est pas toujours sur des salons du coup. Mais oui, on fait pas mal de salons et de dédicaces. J'essaie au maximum de varier les salons. Et là, l'année prochaine, j'ai prévu aussi des salons du coup en Belgique et dans l'Est, puisqu'on n'est pas encore allé dans l'Est avec les Traparétis. Voilà. Et on avait fait aussi un bal, pour vous dire un bal avec des dédicaces. Donc c'était un bal avec vraiment les robes de princesse. Et en fait, c'était Olivia et moi là pour le coup. C'était où déjà? Près de la Loire, l'abbaye de Fontevraud dans la Loire du coup. Où là pour le coup, voilà, on dédicaçait nos livres, mais on pouvait assister au bal aussi. Donc voilà, on est assez varié au niveau de dédicaces et salons. Et on peut faire aussi des dédicaces dans nos villes. Bon, là, je vais faire mon deuxième salon. Je vais faire aussi mon deuxième salon dans ma ville à moi. Donc des fois on en fait tous ensemble, des fois on le fait que nous tout seuls de notre côté. Mais ouais, même dans nos villes, dès que nous on veut faire un salon qu'on aimerait faire, on lui envoie un message et c'est Laura qui se charge. Ah oui, c'est ça, c'est vous qui vous chargez de faire les démarches. Oui, en fait, oui, c'est moi qui me charge de tout à ce niveau-là. Oui, comme je vous disais, tout, même si par exemple il y a des frais aussi pour les salons, c'est moi qui les règle. Enfin voilà, tout ça c'est moi qui gère. Et Valentin aussi, fait bientôt un salon, enfin bientôt en mai, il y a un salon près de chez toi. Oui, c'est ça, c'est à Cavaillon. Sur la festival Cava. Voilà, oui. Et moi j'essaie le plus possible d'être avec eux parce que déjà j'aime bien, et puis voilà, comme ça je leur apporte tout aussi, tout ce qu'ils peuvent avoir besoin aussi quand c'est comme ça, mais parfois ils font aussi des salons de leur côté. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Au niveau de l'édition pure, vous êtes tout seul, vous avez des employés ou des intervenants en freelance qui vous aident à faire le travail éditorial? Alors, du coup, depuis 6 mois, je travaille en freelance déjà avec une graphiste parce qu'avant, c'est moi qui réalisais toutes les couves toute seule. Donc là, j'ai une graphiste qui travaille avec moi sur les couvertures parce qu'on essaie de plus en plus de les personnaliser pour que ce soit vraiment de plus en plus proche du livre. Pour la correction et l'édition, je passe parfois par une freelance quand
comme je suis un peu débordée. Mais sinon, en général, je travaille toute seule. Mais après, j'ai des logiciels à côté aussi, voilà, des logiciels que les éditeurs utilisent. Notamment, je parlais d'Antidote, mais là, c'est la version pro, en gros, qui est utilisée par les éditeurs aussi. Mais sinon, tout le travail, je le fais seule. Et après, par contre, j'ai une freelance attachée de presse. Donc, c'est celle qui va m'aider, du coup, pour tout ce qui va être trouver des médias pour faire, voilà, par exemple, des interviews. Notamment en octobre l'année dernière, je suis passée sur C8 pour parler de la maison d'édition. J'étais passée sur Énergie, la radio. Enfin, voilà, du coup, j'ai une attachée de presse qui essaie de trouver pour faire parler. J'ai aussi comment ça s'appelle ? J'ai par exemple des partenaires aussi avec. J'ai un partenariat avec un magazine qui, du coup, à chaque sortie publie les livres aussi dedans, fait des petites pubs, voilà, etc. Donc j'ai des partenaires et des freelances, mais en tout cas, en fixe, oui, il y a que moi dans la maison d'édition. L'objectif, c'est de développer la maison, ouais. Oui, le but, oui. Après, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Mais oui, comme je disais, le but déjà, c'est de devenir un compte d'éditeur et de développer, de pouvoir engager. Cette année, déjà, il y a une possibilité que j'engage des stagiaires, enfin une ou deux stagiaires, puisque moi, à côté, j'ai donné des cours aussi à l'université. Et donc, du coup, j'ai eu des élèves qui chargent des stages et je pense du coup prendre une ou deux stagiaires du coup, cette année. Donc voilà, au fur et à mesure, ça grandit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Marion, tu fais une petite goutte d'eau pour faire un océan, c'est bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va passer aux dédicaces si vous voulez dédicacer. Demain, si vous souhaitez, du coup, si vous êtes disponible et que vous souhaitez venir, on organise donc une autre table ronde qui, du coup, là, c'est pas du tout le même programme. Si vous voulez, il y aura des programmes que je pourrais vous donner après, où là, du coup, on va parler plus de sujets de société par rapport à nos livres. Donc pour Rose, du coup, on parlera plus voilà, des livres, je vais y arriver, pardon, des livres dramatiques et aussi du côté du deuil, du processus de deuil à travers son livre. Pour Marion, on parlera de tout ce qui est les romances du coup LGBT et le handicap à travers du coup son roman. Pour moi, ce sera du coup l'endométriose et l'adénomiose. Pour Olivia, ce sera tout ce qui sera au sujet du graphisme et des illustrations. Et pour Valentin, tout ce qui touche à la science-fiction, aux jeux vidéo, réalité, voilà, etc. Donc voilà, ce sera un peu plus du coup spécifique par rapport aux thématiques de mes livres. Et on terminera du coup par un petit cocktail. Sans alcool, j'avais pas le droit. Mais voilà, donc n'hésitez pas, ce sera la salle Amos Barbeau. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, le prospectus demain à partir de 15h30. Voilà, et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on est là. Et merci à tous d'être venus et de nous avoir écoutés.